Question. Débat. Sénateur Plett. Merci, Monsieur le Président. Honorables collègues, aujourd'hui, je prends la parole pour parler de la motion pour prolonger les séances hybrides au Sénat. Je suis certain que vous ne serez pas surpris d'apprendre que je suis très opposé à cette motion. Je crois que nous avons perdu tout sens de la perspective avec cette pandémie et que nous manquons maintenant à nos devoirs de sénateurs. Je reconnais que la pandémie présente des défis et des incertitudes, mais traiter le Sénat comme une maison de soins de longue durée est une insulte aux contribuables et à l'importance constitutionnelle du rôle d'un sénateur. Si nous cherchions un moyen de diminuer l'image du Sénat auprès du public, nous ne pourrions probablement pas trouver de meilleure stratégie que de continuer à insister sur le fait que nous ne sommes pas à la hauteur de faire notre travail correctement. Et cela, chers collègues, c'est exactement ce que nous faisons. Nous fuyons nos responsabilités et nous nous cachons derrière des arguments peu convaincants fondés sur la peur de l'inconnu au lieu de faire ce qu'il faut. Je rappelle à cette Chambre que la motion que nous avons adoptée le 31 mars se lit en partie comme suit. Que le Sénat s'engage à envisager une transition vers un retour aux séances en personne dès que possible, à la lumière des facteurs pertinents, y compris les lignes directrices en matière de santé publique et de la sécurité et du bien-être de tout le personnel parlementaire. Chers collègues, le problème principal qui devrait figurer en tête de notre liste de facteurs pertinents est le fait que, dans le cadre des séances hybrides, nous ne sommes pas en mesure d'accomplir le travail qui doit être fait en temps utile et de manière productive. Tout le monde dans cette Chambre et sur Zoom comprend que le format hybride réduit de moitié le nombre de réunions de nos comités et diminue notre productivité de manière générale. Avec les modifications que cette motion propose d'apporter à notre calendrier des séances, nous pourrons augmenter le nombre de nos réunions de comité, mais nous ne serons toujours pas revenus au niveau de productivité requis. J'appuyais tout à fait cette partie de la motion. J'ai fait partie des discussions sur cet aspect de la motion. Toute décision de maintenir les séances hybrides malgré ce fait devrait être motivée par des facteurs évidents et convaincants pour tous. Ces facteurs ne nous ont pas été fournis. Au lieu de cela, tout ce que j'entends, ce sont des inquiétudes sur les possibilités qui ont un fondement douteux dans la réalité. Soyons clairs, chers collègues, je ne minimise en aucun cas les conséquences de la pandémie et les risques qu'elle représente. Ils sont réels, mais c'est désormais notre nouvelle réalité et elle est là pour rester. Ce virus va changer, mais il ne va pas disparaître. Il fera partie de nos vies dans un avenir prévisible. Je crois que c'est la raison pour laquelle il nous faut un consensus partout au Canada selon lequel nous devons apprendre à vivre avec le virus. Nous ne pouvons pas attendre que toute incertitude s'évapore car ce jour pourrait ne jamais arriver. Nous devons continuer à protéger les plus vulnérables, à nous préparer aux pics périodiques et à accroître notre capacité en matière de soins de santé, à maintenir nos vaccinations à jour et à prendre des décisions personnelles judicieuses. Mais nous devons continuer à vivre nos vies. Et cela inclut notre rôle en tant que sénateur. Je l'ai déjà dit et je le répète, le rôle d'un sénateur ne peut être correctement exercé si nous ne nous réunissons pas ici à Ottawa. Zoom ne remplace pas les rencontres en personne, les débats et les nombreuses autres interactions qui ont lieu dans cette chambre et dans ces salles.
Je sais que certains sénateurs aiment l'idée de travailler à la maison parce qu'ils prétendent que cela leur permet de faire plus de travail dans leur circonscription. Mais je tiens à rappeler à tous les sénateurs qu'au cours des 155 dernières années, les sénateurs ont réussi à être à Ottawa pendant les semaines de séance, tout en effectuant leur travail de circonscription les fins de semaine et pendant les semaines de relâche. Pourquoi est-ce que cela est si difficile en ce moment? Les sénateurs oublient-ils que le but premier de leur nomination est d'être présents ici à Ottawa afin de faire leur travail? C'est pour cela que nous avons été nommés et c'est écrit dans la convocation qui vous a amené dans cette enceinte. Et je cite, « Et nous vous ordonnons, toute difficulté et excuse mise à part, d'être et de vous présenter aux fins submentionnées au Sénat du Canada en tout temps, quel que soit le lieu où notre Parlement est convoqué et tenu au Canada, et vous ne devez en aucun cas omettre cela. » Chers collègues, il ne s'agit pas d'une simple suggestion, il s'agit d'un commandement, comme indiqué dans le texte. Il est clairement rédigé pour imposer aux sénateurs l'obligation d'être présents dans cette chambre afin de faire leur travail. Et bien que les séances hybrides aient été utiles comme mesure provisoire pour nous aider à naviguer dans l'incertitude des premiers jours de la pandémie, nous avons largement dépassé cette époque. Il est temps pour nous de nous remettre au travail dans notre lieu de travail. Je suis préoccupée, chers collègues, par le fait que le reste du pays retourne au travail, mais que nous, ici, aujourd'hui, ou chez nous, travaillons aux frais des contribuables et débattons de l'opportunité de faire de même. Nous ne débattons pas d'une loi. Nous n'étudions pas les projets de loi du gouvernement. Nous essayons de décider si, plus de 2 ans après le début de la pandémie, nous devrions à nouveau être tenus de nous présenter au travail. Chers collègues, les infirmières qui se sont présentées au travail tout au long de la pandémie, tout comme les médecins, les aides-soignants, les chauffeurs de camions, les commis d'épicerie et les pompistes, tout comme les fonctionnaires qui ont déneigé vos rues, distribué votre courrier et vidé vos poubelles. Nous les appelons les services essentiels. Mais pour une raison quelconque, la majorité des sénateurs semblent croire que leur travail n'est pas un service essentiel. Au lieu de cela, nous demandons aux autres de porter un poids de responsabilité que nous ne sommes pas prêts à assumer, même si nous occupons l'une des plus hautes fonctions du pays. Chers collègues, il fut un temps où diriger signifiait donner l'exemple. C'est quelque chose qui inspire encore les gens aujourd'hui. Ceux qui font preuve de ces qualités se retrouvent à gagner le respect de ceux qu'ils servent à travers leurs fonctions. Nous en avons vu le modèle dans le leadership du président ukrainien Zelensky. Lorsque la guerre a éclaté en Ukraine, le président Zelensky a refusé une offre d'évacuation des États-Unis et a déclaré qu'il resterait à Kiev. L'ambassade d'Ukraine au Royaume-Uni a cité les propos du président Zelensky. « Le combat est ici. J'ai besoin de munitions, mais pas d'un tour en voiture. » Cette citation est devenue virale. Le président a ensuite commencé à diffuser des vidéos de lui tenant tête aux Russes dans les rues de Kiev. Dans l'une d'elles, il déclare « Je suis ici. Nous ne déposons pas les armes. Nous allons défendre notre pays parce que notre arme est la vérité. Et notre vérité est que c'est notre terre, notre pays, nos enfants, et nous allons défendre tout cela. » Il s'agit d'un homme qui avait de très bonnes raisons de privilégier sa propre sécurité plutôt que d'être présent avec ceux qui se battaient pour le pays. Pourtant, il a refusé. Il savait qu'un leader doit montrer l'exemple afin d'inspirer confiance
au peuple est de démontrer que les actions ne sont pas déterminées par ce qui est dans notre intérêt personnel, mais dans ce qui est dans le meilleur intérêt de tout ce qu'on sert. Grâce à son courage et à son exemple de désintéressement, le président Zelensky est devenu une icône du leadership dans le monde entier. Il a été applaudi pour son courage à maintes reprises lors de ses interventions. Lorsqu'il s'adressait au gouvernement des nations par vidéoconférence. Sa force, son courage et son obstination à montrer l'exemple au prix d'un lourd tribut personnel ont inspiré des millions, voire des milliards de personnes dans le monde entier. Chers collègues, nous ne sommes pas en guerre contre un pays voisin comme l'Ukraine. Des missiles ne sont pas lancés sur nos quartiers résidentiels, tuant des femmes, des enfants et des personnes âgées. Nous ne sommes pas confrontés au genre de crimes de guerre brutaux qui sont infligés à l'Ukraine par la Russie. Mais au lieu de diminuer la pertinence de cette analogie, elle ne fait que la renforcer. Comme l'a dit un jour un sage enseignant, si vous êtes fidèle dans les petites choses, vous serez fidèle dans les grandes choses. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas bombardés que nous ne devons pas montrer l'exemple. Chers collègues, je vous encourage à regarder au-delà de votre propre situation, de votre propre sécurité et de vos propres craintes et à considérer que nous vivons à une époque où la confiance du public dans les institutions montre des signes clairs d'érosion. La façon dont nous nous comportons en tant que sénateurs n'est pas seulement une question fondée sur ce que dit la science, c'est une question qui est fondée sur les besoins du pays. C'est une question fondée sur les exigences de notre rôle. La science est suffisamment claire et nous y reviendrons sous peu. Mais l'enjeu ne se limite pas à déterminer quels sont les protocoles de santé optimaux. Nous sommes à une époque où de nombreux Canadiens remettent en question leur confiance dans ceux qui ont été placés en position d'autorité. Il est temps pour nous de faire plus qu'assez, plutôt que juste assez. On ne nous demande pas de revêtir un gilet pare-balles et de nous aventurer dans une zone de conflit. On nous demande de remplir les responsabilités qui nous ont été confiées par notre nation et de le faire en ayant à l'esprit ce qui est le mieux pour la nation et non ce qui est le mieux pour nous. On nous demande simplement d'être fidèles à l'appel auquel nous avons répondu lorsque nous sommes arrivés ici pour la première fois et d'exiger un seuil très élevé avant de nous en écarter. Chers collègues, je suis d'avis que ce seuil n'est pas atteint. Il n'est pas nécessaire de poursuivre les séances hybrides et nous devons revenir aux séances en personne comme le veut la coutume de cette Chambre. L'intention initiale des fondateurs de cette nation et les attentes des personnes que nous servons. Lorsque la pandémie a commencé, nous étions confrontés à beaucoup d'incertitudes. Nous ne savions pas à quoi nous attendre car il s'agissait d'un nouveau coronavirus. Nous n'avions jamais vu ce virus chez l'humain auparavant et nous ne savions pas vraiment comment il se transmettait. Nous ne savions pas à quel point il était mortel et quelles seraient ses répercussions à long terme sur la santé et s'il se rapprocherait du rhume ou de l'Ebola. Ça, chers collègues, c'était il y a 25 mois. Depuis lors, des milliers d'études ont été réalisées sur ce virus et des centaines d'études de ces études. Il y a eu des articles, des lettres de recherche, des analyses documentaires, des essais cliniques et des commentaires universitaires. Il y a eu des rapports hebdomadaires sur la morbidité et la mortalité, des résumés épidémiologiques quotidiens et des rapports réguliers sur la surveillance des vaccins. Il y a eu des tableaux, des graphiques, des projections, des tableaux, des réflexions et des recommandations jusqu'à ce que nos oreilles bourdonnent et que nos têtes tournent. Notre apprentissage sur ce virus ne s'est pas arrêté et il ne s'arrêtera pas.
Mais nous sommes à des années-lumière d'où nous étions en mars 2020. Le Canada a maintenant approuvé 6 vaccins différents, dont Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et Medicago. En outre, pour les voyages à destination et en provenance du Canada, le gouvernement a également approuvé Sinopharm, Sinovac et Covaxin. Nous avons des vaccins à ARN messager, des vaccins à base de vecteurs viraux, des vaccins à base de sous-unités protéiques et des vaccins à base de plantes. Nous avons appris la semaine dernière que les résultats préliminaires de Moderna concernant une nouvelle version du vaccin suggèrent une protection plus forte et plus durable contre Omicron. L'étude a été accueillie avec des réactions mitigées, mais elle démontre que la science continue à se développer et que notre compréhension de ce virus continue à se développer. Colleagues, chers collègues, nous gagnons lentement mais sûrement cette bataille. Je sais que pour beaucoup d'entre nous, nous espérions des vaccins qui fourniraient une immunité stérilisante contre la COVID. Nous avons vu cela avec le vaccin contre la rougeole, où une fois vaccinée, une personne est complètement immunisée contre la rougeole. Nous espérions que le même résultat pourrait être obtenu pour combattre la COVID. Et bien que cela soit encore possible, ce n'est certainement pas ce que nous avons actuellement. Il n'en reste pas moins que les vaccins ont été un outil important dans la lutte pour faire baisser les taux d'infection, pour protéger les populations vulnérables, réduire les conséquences graves et atténuer l'impact global sur le système de santé. En date du 25 avril, les données de Santé Canada montrent que si vous êtes entièrement vacciné avec une dose de rappel, vous avez 7 fois moins de risque d'être hospitalisé en raison de la COVID et 11 fois moins de risque de mourir d'une infection. Comme il s'agit du taux normalisé par âge sur 4 semaines, ces chiffres varient d'une semaine à l'autre, mais ils démontrent clairement que la vaccination présente des avantages considérables pour la santé. Cela montre à quel point nous avons progressé grâce à la science. La science nous a donné des outils formidables pour lutter contre la pandémie, mais elle montre également que la pandémie à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est loin de celle à laquelle nous serons confrontés en 2020 et 2021. Une partie de cette différence peut être attribuée à nos taux de vaccination élevés et une partie est due au changement apporté par un variant plus transmissible mais moins nocif, le variant Omicron. Et si l'on divise la pandémie en 2 périodes, celle d'avant Omicron et celle d'après Omicron, on obtient 2 scénarios très différents. Du début de la pandémie à la fin de novembre 2021, date à laquelle Omicron a été détecté pour la première fois au Canada, il y a eu un peu moins d'1,8 million de cas de COVID et près de 30 000 décès. Cela représente un taux de mortalité d'1,64 %. Et du 1er décembre 2021 au 24 avril de cette année, il y a eu 1,9 million de cas supplémentaires de COVID et un peu plus de 9 000 décès. Cela a ramené le taux de mortalité sous Omicron à 0,49 %, soit une baisse de 64 %. Cependant, étant donné que nous ne testons plus pour la COVID comme nous le faisions avant Omicron, nous savons que la réduction réelle du taux de mortalité est encore plus importante que cela. Des études menées dans d'autres pays ont montré une baisse de 75 % du taux de mortalité entre Delta et Omicron. Il est fort possible que nous soyons dans la même fourchette. Nous avons constaté une baisse similaire de la gravité de la maladie sous Omicron. Avant Omicron, nous avions 6 400 admissions aux soins intensifs, soit un taux de 0,36 % des cas.
Avec Omicron, le nombre d'admissions aux soins intensifs a chuté à un peu plus de 2900. Même si nous avons eu plus de cas de COVID au cours des 5 derniers mois qu'au cours des 20 mois précédents. Cela a ramené le taux d'admission aux soins intensifs à 0,16 des cas, soit une diminution de 56 %. Les scientifiques vont faire des recherches pendant un certain temps pour déterminer la cause exacte de ces diminutions. Cela s'explique en partie par le fait qu'Omicron est moins sévère, mais nos taux de vaccination élevés ont également permis une meilleure protection. De plus, nous protégeons mieux nos citoyens les plus vulnérables dans les foyers de soins de longue durée aujourd'hui que pendant la première année de la pandémie. Tous ces facteurs seront pris en compte dans le tableau d'ensemble. Mais quelle que soit la façon dont tout cela se déroule, une chose est claire. La pandémie à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas la pandémie à laquelle nous étions confrontés lorsque nous avons commencé les séances hybrides en cette Chambre. Aujourd'hui, non seulement nous en savons beaucoup plus sur ce virus qu'en 2020, mais nous savons aussi que ses répercussions sont désormais beaucoup moins graves, comme je viens de le remarquer. De plus, les risques que nous courons en nous rendant à Ottawa pour y être présents sont minimes par rapport à ce qu'ils étaient lorsque la première motion hybride a été présentée en 2020. À l'époque, il n'y avait pas de vaccin. Aujourd'hui, les sénateurs sont entièrement vaccinés et ont reçu leur dose de rappel. Nous pouvons choisir de nous rendre à l'aéroport dans notre propre véhicule ou avec un chauffeur qui est entièrement vacciné. Nous enregistrons à l'aéroport où chaque employé est entièrement vacciné et où chaque autre personne est entièrement vaccinée. Nous embarquons dans l'avion avec des passagers entièrement vaccinés, ainsi qu'avec le personnel entièrement vacciné. Une fois arrivés à Ottawa, nous prenons un taxi avec un chauffeur entièrement vacciné ou nous pouvons louer une voiture pour nous rendre nous-mêmes à notre lieu d'hébergement. Lorsqu'on s'inscrit à l'hôtel, tout le monde est entièrement vacciné. Il est difficile de voir comment nous pourrions réduire davantage le risque de venir à Ottawa, sauf peut-être en voyageant dans une combinaison hazmat. En fait, si nous sommes honnêtes, il est probablement plus dangereux de rester chez soi que de se rendre à Ottawa, car les restrictions en matière de santé publique dans nos propres circonscriptions seront beaucoup plus faibles que celles qu'on doit respecter en voyage. Si on reste à la maison, sortez-vous de chez vous, allez-vous faire l'épicerie, allez-vous aux événements sportifs de vos petits-enfants, allez-vous à l'église. Toutes ces choses sont plus dangereuses que de venir à Ottawa. Donc, à moins d'être en quarantaine et de ne pas quitter son domicile, il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas être à Ottawa. Franchement, à ce stade, je ne vois plus très bien ce que nous attendons. Où est la justification du maintien des séances hybrides? Elle n'existe tout simplement pas. Au Canada, le nombre de nouveaux cas de COVID diminue rapidement depuis le 11 avril. La moyenne sur 7 jours passant de plus de 11 000 cas par jour à un peu plus de 8 000 en Ontario. Le nombre effectif de reproduction, qui mesure le nombre moyen d'infections supplémentaires causées par une infection, est tombé en dessous de 1. À Ottawa, le signal viral de COVID-19 dans les eaux usées est en baisse depuis le 11 avril. Il n'y a plus de confinement au pays et les restrictions liées à la COVID sont levées d'un océan à l'autre. La plupart des provinces ont mis fin à leurs obligations de port de masque dans la plupart des situations, notamment la Colombie-Britannique, l'Alberta, la Saskatchewan, le Manitoba, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve et Labrador. Les territoires ont levé presque toutes leurs obligations en matière de port de masque. Le mandat à l'aide du président Édouard prend fin le 6 mai
tandis que la Saskatchewan n'a aucun ordre de santé publique lié à la COVID. Pourquoi est-ce plus sécuritaire d'être en Saskatchewan qu'à Ottawa? Mais on a aussi le Sénat du Canada qui semble suivre comme un petit chien, reflétant tout ce que le gouvernement NPD libéral décide au lieu de suivre la science. Et ce gouvernement NPD libéral semble avoir cessé de préoccuper de la science il y a longtemps s'il ne s'en est jamais préoccupé. L'autre semaine, moi et ma femme se sont rendus dans un bureau de Service Canada au Manitoba. Lorsque nous sommes arrivés, la porte était fermée à clé. Non pas parce que c'était fermé, mais à cause de la COVID. Un agent de sécurité a dû déverrouiller la porte pour que je puisse entrer. Puis il a commencé à m'interroger sur les symptômes de la COVID et m'a finalement fourni un masque qu'il a insisté pour que je le porte. Tous les employés de l'endroit portaient un masque et étaient protégés par des écrans en plexiglas. C'était surréaliste. Quand j'ai quitté cet endroit, nous sommes allés à l'épicerie Sobeys. Sobeys n'avait pas de limite de capacité COVID, pas d'obligation de porter un masque et pas de directive de distanciation physique. Nous sommes entrés, il y avait des centaines de personnes. Certains portaient des masques, d'autres non. Mais tout le monde faisait ses courses, se promenait, était heureux et vaquait à ses occupations. Même les caissières, bien que certaines portaient des masques, n'étaient pas accroupées derrière des plexiglas par crainte que quelqu'un pourrait leur parler de façon humide. C'était comme s'il y avait deux univers parallèles qui fonctionnaient côte à côte. Chez Sobeys, on suivait les directives scientifiques recommandées par l'administrateur en chef de la santé publique de la province à l'édifice fédéral. Il vivait dans un monde imaginaire dirigé par les angoisses des premiers ministres Jagmeet Singh et Justin Trudeau. C'était comme une réalité alternative. Nous voyons cette incohérence se répéter encore et encore. Vous pouvez aller dans un stade et le voir bondé de gens qui applaudissent, mangent et boivent de la bière sans masque ni distanciation sociale et continuent à vivre parce que c'est ce que la science indique que nous devrions faire. Mais ici, au Sénat, le personnel administratif a été informé le 23 mars que 25 d'entre eux pourraient revenir volontairement et progressivement au travail à partir du 11 avril. Mais ensuite, le 8 avril, cette date a été soudainement changée pour le 25 avril. Je ne suis pas sûre de ce que signifie un retour progressif au travail, mais on dirait que vous pouvez peut-être marcher quelques coins de rue par jour jusqu'à ce que vous arriviez finalement au travail. Mais il y a pire. Le 21 mars, un courriel a été envoyé par le service à la clientèle annonçant ceci. À compter d'aujourd'hui, 21 mars 2022, le mandat provincial relatif au masque a été levé en Ontario. Cela signifie que le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux qui relèvent de la législation provinciale. Pour ceux et celles qui travaillent dans un immeuble privé où le Sénat occupe des locaux, notamment au 40 Elgin, 90 Sparks, 56 Sparks et 60 Queen, vous remarquerez que le port du masque est maintenant facultatif et non officiellement obligatoire dans les aires communes comme les ascenseurs, les halls d'entrée et les garages. Veuillez noter que ces instructions ne s'appliquent pas aux installations appartenant à la Couronne, y compris l'édifice de l'Est, l'édifice Victoria, l'édifice de la Presse nationale, le 1 Wellington et l'édifice du Sénat du Canada. Les directives existantes en matière de santé et de sécurité dans les lieux de travail du Sénat demeurent en vigueur et nous continuons d'exiger que les personnes qui se trouvent dans les lieux de travail du Sénat portent un couvre-visage. Au début, j'ai pensé que la formulation du courriel était déroutante, mais ensuite j'ai réalisé que c'est la politique qui prête à confusion et que l'envoi ne faisait que refléter ce fait. C'est ce qui arrive lorsque tout le monde prétend suivre la science, mais que chacun semble avoir une science différente. Voyons si nous pouvons démêler ce désordre.
Tout d'abord, les masques ne sont pas obligatoires dans les bâtiments privés en raison d'un changement dans les exigences provinciales. Jusqu'ici, tout va bien. Deuxièmement, comme l'indique le courriel, si vous travaillez dans un immeuble privé où le Sénat occupe des locaux, tels que le 40 Elgin ou le 56 Sparks, les masques sont désormais facultatifs et ne sont pas formellement requis. Mais le courriel précise que les masques sont facultatifs dans les zones communes telles que les ascenseurs, les halls d'entrée et les garages. Pourquoi faire l'effort d'isoler les parties communes telles que les ascenseurs, les halls d'entrée et les garages si l'ensemble de l'immeuble appartient à des particuliers et est soumis à la réglementation provinciale? Cela signifie-t-il qu'il existe des zones dans un immeuble privé où le port du masque peut être encore exigé? Le courriel ne dit rien à ce sujet. Troisièmement, il est signé que cette levée de l'obligation du port du masque ne s'applique pas aux locaux appartenant à l'État. Donc, si vous êtes dans l'édifice de l'Est, l'édifice Victoria, l'édifice de la Presse nationale, Wellington, ou l'édifice du Sénat du Canada, vous devez porter un masque. Cela n'a absolument aucun sens. Quatrièmement, on nous dit que les directives existantes en matière de santé et de sécurité sur les lieux de travail du Sénat restent en vigueur et que nous continuons à exiger que les personnes qui se trouvent sur les lieux de travail du Sénat portent un masque. Ce n'est pas clair si votre lieu de travail du Sénat est dans l'un de ces bâtiments privés. Ne portez-vous pas de masque parce que l'immeuble relève des directives provinciales ou portez-vous un masque parce qu'il s'agit toujours d'un lieu de travail du Sénat? Ce n'est pas clair. Mais c'est peut-être pour cela que le courriel précisait que les masques étaient facultatifs dans les zones communes. Peut-être que si votre bureau du Sénat se trouve dans un immeuble privé, vous n'êtes pas obligé de porter un masque dans l'ascenseur ou dans les couloirs, mais dès que vous arrivez à votre bureau, vous êtes tenu de le mettre immédiatement. C'est ce que nous sommes censés croire. C'est ce à quoi ressemble le fait de suivre la science. 2 jours après ce courriel prêtant confusion, le 23 mars, un autre courriel a été envoyé. Celui-ci provenait de CIBA. Assouplissement de certaines mesures préventives de la COVID-19. Ce courriel précisait que les masques restaient obligatoires dans tous les espaces communs, mais qu'ils peuvent être retirés au poste de travail ou au bureau où une distanciation physique est possible. La note ne fait pas de distinction selon l'édifice dans lequel on travaille. La note indiquait simplement que de nombreuses mesures préventives, telles que le port obligatoire du masque, restent en place dans tous les lieux de travail du Sénat. Alors, est-ce que c'est tous les édifices qui appartiennent ou non à l'État? Ce n'est pas clair. Ça porte à confusion. 2 jours plus tard, un autre courriel a été envoyé, un autre de CIBA. Il reprenait l'essentiel de ce qui figurait dans le courriel envoyé 2 jours plus tôt, mais ajoutait la ligne suivante à la fin. En vertu de la loi sur le Parlement du Canada, CIBA est considéré comme l'employeur au nom du Sénat et a le pouvoir de mettre en œuvre des mesures en milieu de travail. En d'autres termes, quel que soit le bâtiment dans lequel vous vous trouvez et quelles que soient les règles que tout le monde doit suivre dans ce bâtiment, vos règles pourraient être différentes parce que CIBA a décidé d'ignorer la science, d'ignorer les conseils des agents de santé publique et de suivre sa propre voie. Mais attendez, il y a plus. Le 8 avril, CIBA a fait circuler une autre note. Le sujet était mise à jour des protocoles COVID-19. Ce courriel nous a informé que sachez que le Sénat s'aligne désormais sur les directives de la Ville d'Ottawa. On ne nous donne aucun détail sur ce que cela signifie, si ce n'est que l'ancienne période de quarantaine de 10 jours après un test positif à la COVID est maintenant passée à 5 jours. Si nous nous alignons sur les dernières directives de la Ville d'Ottawa, quelles sont ces directives? Si vous rendez sur le site Web de la Ville d'Ottawa, les directives figurent sur une page intitulée « Ordre et instructions en vigueur ». On découvre ce qui suit, et je cite à nouveau.
Ordre pour les résidents. Aucun ordre n'est actuellement en vigueur. Instructions pour le secteur des sports, des loisirs et du conditionnement physique. Il n'y a pas d'instruction actuellement en vigueur. Instructions pour les entreprises et les lieux de travail. Il n'y a pas d'instruction actuellement en vigueur. Alors, qu'en est-il du port du masque? Il faut creuser un peu, mais si vous le faites, vous trouverez sur le site un lien intitulé « Port du masque ». Si vous suivez ce lien, vous découvrirez que la Ville d'Ottawa n'a pas prolongé son règlement sur les masques après son expiration le 26 août de l'année dernière. Il est plutôt noté que les règlements sur les masques à l'échelle de la province continuent d'être en vigueur. Alors, quels sont les règlements de la province en matière de masques? Voici ce qu'il y a sur le site Web. À partir du 21 mars 2022, vous devez porter un masque dans les espaces intérieurs suivants: les transports publics, y compris les espaces intérieurs et les véhicules, les établissements de soins de santé, notamment les hôpitaux, les établissements psychiatriques, les cabinets médicaux, les cliniques d'immunisation, les laboratoires, les centres de collecte de spécimens, les lieux où se trouvent des prestataires de soins à domicile et dans la communauté, mais uniquement si vous êtes un employé ou un contracteur, les résidences de soins de longue durée, les maisons de retraite, les refuges et autres lieux de soins collectifs qui fournissent des soins et des services aux personnes vulnérables sur le plan médical et social. C'est tout. Les masques ne sont pas exigés dans les entreprises, les centres commerciaux, les bureaux, les restaurants, les clubs, les salles de sport ou tout autre endroit qui n'est pas un transport public ou un établissement de soins de santé. Ainsi, d'une part, on nous dit qu'on s'aligne sur les dernières directives de la Ville d'Ottawa, mais d'autre part, il est clair que nous ne nous alignons pas sur ces directives. Je peux aller de l'autre côté de la rue au restaurant Metropolitan sans masque et m'asseoir avec autant de personnes que je veux, côte à côte, et profiter de la nourriture, d'un verre et d'une bonne conversation. Mais si je traverse la rue et que j'entre dans l'édifice du Sénat, je dois immédiatement mettre mon masque et aucune nourriture n'est autorisée lors de réunions, à moins qu'on puisse maintenir une distance de 6 pieds et que la nourriture est emballée individuellement. Je n'avais aucune idée que la science était différente pour le nord de la rue Wellington que pour son côté sud. Je n'avais aucune idée que le fait de traverser 40 pieds d'asphalte me plongerait dans une réalité alternative régie par une science complètement différente qui est en contradiction totale avec ce que je viens de vivre de l'autre côté de la rue. Je n'ai jamais été un grand croyant dans la magie, mais je commence à penser que c'est la seule explication derrière tout cela. Des semaines à l'avance, on nous dit que la tribune publique du Sénat rouvrira à cette date. Pourquoi cette date? Pourquoi pas une autre date? Pourquoi pas immédiatement? Pourquoi pas plus tard? Quelle est la base scientifique de ce genre de décision arbitraire? Notre cher président est-il un médium et savait-il simplement qu'à telle ou telle date, il serait sûr d'ouvrir les tribunes et qu'à telle ou telle date, il serait sûr ou sécuritaire de commencer à autoriser les visiteurs? Le virus disparaît-il par magie lorsqu'on traverse la rue ou lorsqu'on quitte la cité parlementaire? Si on suit la science, pourquoi tout est si incohérent et contradictoire? La science me dit que si je me rends sur le toit de l'édifice du Sénat du Canada et que j'en franchis le bord, je vais tomber. Je ne vais pas prouver cette théorie. Ne vous en inquiétez pas. Je suis sûr qu'il y a probablement des gens dans cette chambre qui pourraient calculer le taux de ma descente et la vitesse à laquelle je voyagerai lorsque je toucherai le sol. C'est ainsi que fonctionne la science. La science me dit aussi que si je traverse la rue et que je saute du haut du Château Laurier, la même loi de la gravité s'applique là aussi. Je ne tombe pas de ce côté-ci de Wellington pour retomber de l'autre côté. La science est cohérente et mesurable. Mais le comité de la régie interne, CIBA ne semble pas être d'accord avec moi. Il semble penser que la science est différente de ce côté-ci de la rue. Alors, je ne peux pas m'empêcher de me demander, mais où CIBA puise-t-elle ces informations? CIBA, ses propres scientifiques enfermés dans une arrière-salle?
Si c'est le cas, quelqu'un devrait leur faire savoir qu'ils sont en désaccord avec pratiquement toutes les autorités de santé publique du pays. Mais s'il n'y a pas de scientifiques fous dans les coulisses, c'est seulement le comité directeur de 4 membres qui prend cette décision. J'ai le plus grand respect et la plus grande estime pour les membres de la direction de notre comité de régie interne, incluant le comité directeur, incluant le président, incluant tous les autres membres du comité, incluant mon collègue, le sénateur Smith. Mais je commence à penser que des décisions comme celle que je viens d'évoquer devraient être prises de manière beaucoup plus transparente, et ce, avec tous les membres du comité, peut-être même avec l'ensemble des membres du Sénat. Je suis membre du comité et je ne me souviens pas, peut-être j'étais pas là, mais je ne me souviens pas qu'on m'ait demandé d'examiner des données qui brossent un tableau différent de celui que nous ont fourni nos autorités de santé publique. Chers collègues, je ne sais pas quand nous avons cessé de suivre la science, mais il est temps que nous écoutions nos autorités de santé publique, que nous nous harmonisions avec les directives provinciales et que nous nous remettions au travail. Il nous reste un temps limité avant la pause estivale, et je suggère que nous l'utilisions avec sagesse et efficacité. Il n'y a pas de raison légitime militant pour que nous marchions à un rythme différent de celui du reste du pays. À moins, bien sûr, que le gouvernement ne veuille tout simplement pas que nous revenions à la normale. À moins que ces théories de la conspiration que nous avons tous et toutes lues dans nos boîtes aux lettres électroniques ne soient vraies et que tout ceci ne soit qu'un complot vicieux imposé par des acteurs de l'ombre dans des lieux secrets qui tirent des ficelles pour détruire notre société. À moins que l'Organisation mondiale de la santé ne manipule réellement notre politique de santé en coulisses et que Justin Trudeau ne soit réellement une marionnette du Forum économique mondial. J'avais l'habitude de me demander comment les gens pouvaient croire à de telles sornettes. Mais la réalité, c'est que ce gouvernement verse régulièrement de l'huile sur ce feu. Pas plus tard que la semaine dernière, nous apprenions qu'après nous avoir houspillé sans fin au sujet des changements climatiques, là, on en a parlé là, en période de questions il y a quelques minutes à peine, là, le premier ministre a parcouru plus de 127 000 kilomètres en avion au cours des 10 derniers mois. Chers collègues, c'est l'équivalent de 3 voyages autour du globe. Ce gouvernement-là dit une chose, mais en fait une autre. Ce gouvernement établit des règles pour tous les autres, des règles qu'il ne suit pas lui-même. Le gouvernement dit qu'il suit la science, mais ensuite, il ignore commodément la science quand cela l'arrange. Nous avons, chers collègues, un premier ministre qui porte un masque pour monter dans un avion à Ottawa, mais qui débarque à l'autre bout sans masque. Il met en scène des photos où il n'y a que lui et sa femme et il porte des masques même quand il n'y a personne près d'eux. Mais ensuite, après une réunion du G7, on le voit faire la fête dans un bar sans masque et sans distanciation sociale. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi les gens deviennent cyniques et ensuite créent des théories du complot à partir de cela. Lorsque quelqu'un essaie de donner un sens à des absurdités, il ne faut pas s'étonner que finalement ces gens accouchent de théories insensées. Ce gouvernement rend logique de croire l'incroyable. Et quand vous normalisez l'absurdité, vous commencez à en voir plus. Et nous en voyons certainement beaucoup sous ce gouvernement. Permettez-moi de vous donner un autre exemple de cette absurdité. Il y a quelques semaines, ma femme et moi avons traversé la frontière entre les États-Unis et le Canada. C'était après la levée de l'obligation de dépistage. Alors, on a traversé la frontière et sans anicroche. Quelques semaines plus tard, toutefois, on m'a signalé qu'avec ou sans l'obligation d'effectuer des tests, le gouvernement exigeait toujours que tous les voyageurs entrant au Canada, y compris les enfants âgés de 5 ans et plus, portent un masque bien construit et bien ajusté pendant 14 jours dans les espaces publics intérieurs et extérieurs. Bon, tout d'abord, le gouvernement n'a informé personne de l'existence de cette politique. Mais ensuite, et surtout, c'est une politique qui n'a aucun sens. Je ne me souviens pas d'un seul moment au cours de cette pandémie où un agent de santé publique a recommandé aux gens de commencer à porter des masques à l'extérieur lorsque la distance physique était possible.
Je ne me souviens pas non plus d'une seule étude recommandant que ce soit une bonne idée pour contribuer à atténuer la propagation de la COVID. Nous avons tous vu des personnes marcher seules dans la rue en portant un masque. Bon, si vous avez décidé de garder le masque par commodité, c'est une chose. Mais c'est fort différent quand le gouvernement promeut ce genre de pensée comme une politique de santé publique fondée sur la science. Et pourtant, je le lisais en toutes lettres sur le site du gouvernement. CTV a fait un reportage à ce sujet et dans leur article, ils ont noté ce qui suit. Je cite là. Le Dr Peter Juni, directeur scientifique de la table consultative scientifique COVID-19 de l'Ontario, a déclaré à ctvnews.ca, lors d'une entrevue téléphonique mercredi, qu'il ne pense pas que la règle soit nécessaire à ce stade de la pandémie. Il a dit « Je ne pense pas qu'il y aura une différence dans la situation dans laquelle nous nous trouvons en adoptant un comportement différent pour les voyageurs venant de l'étranger par rapport aux gens d'ici, et ce, par rapport aux masques. » Vous venez d'entendre, c'est le directeur scientifique de la table consultative scientifique COVID-19 de l'Ontario qui déclare que la politique du gouvernement n'a aucun sens sur le plan scientifique. Mais que dit le gouvernement en réponse? L'article poursuit en nous le disant. Un fonctionnaire du gouvernement a déclaré, et que, encore une fois, je le cite, « La priorité du gouvernement du Canada a été et continuera d'être la santé et la sécurité de tous les Canadiens. Tout au long de cette pandémie, la science a été le fondement de sa réponse et a guidé ses décisions, ses actions et ses conseils aux Canadiens et Canadiennes afin de limiter la propagation de la COVID-19 dans les communautés. » Alors d'un côté, le gouvernement prétend suivre la science. Mais de l'autre côté, leurs politiques ne sont pas basées sur la science. C'est un paradoxe, hein? La semaine dernière, le ministre des Transports répondait à une autre politique liée à la COVID et a déclaré « Nous consultons constamment nos experts. Et chaque fois que les conseils que nous recevons changent parce que les circonstances évoluent, nous modifierons notre réglementation. » Le premier ministre, pas Jagmeet, l'autre premier ministre, est également intervenu. Et il a déclaré « Les gens veulent rester en sécurité, mais ils veulent aussi retourner à ce qu'ils aiment. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est de s'appuyer sur ce que la science nous dit, ce que les experts nous disent, et de s'assurer que nous avançons de la bonne façon. » Je vois que le gouvernement est revenu à la raison au cours du week-end et a annulé cette exigence. Mais si ce gouvernement était réellement intéressé à s'appuyer sur ce que disent la science et les experts, bien des choses auraient été gérées différemment tout au long de cette pandémie. Vous vous souviendrez peut-être, là, au début de l'année 2020, lorsque nous avons appris que le virus circulait, que Justin Trudeau plutôt a refusé de fermer les liaisons aériennes entre le Canada et Pékin. Il disait que ça serait raciste. D'autres pays qui prenaient le virus au sérieux, eh bien, des dizaines d'entre eux ont rapidement mis en place des mesures de protection, notamment en interrompant les vols internationaux. Mais pas notre gouvernement. Il a été lent à reconnaître que nous avions un problème, lent à réagir à la situation. Et maintenant, le gouvernement est lent à réaliser que la pandémie a dépassé le champ d'application de ses politiques. Certains membres de l'équipe dirigeante du Sénat se souviendront que j'ai fait pression pour que le président ferme cette enceinte en mars 2020 lorsque le virus a commencé à circuler. Nous étions confrontés à un risque sanitaire dont l'impact était inconnu et nous devions agir. Bien que le président a fait preuve d'une oreille sympathique à ma requête, il a résisté. J'ai vu l'importance d'agir rapidement et d'autres s'y sont opposés. Maintenant qu'il est clair que nous devons aller de l'avant, ces mêmes personnes s'opposent à nouveau à ce que nous agissions. Ce que j'aimerais savoir, c'est quelle est la finalité? Quelle est la fin envisagée par ce gouvernement? Pourquoi n'y a-t-il pas de plan pour que ces mesures restrictives prennent fin? Pourquoi le leader du gouvernement au Sénat n'a-t-il aucun plan pour que le Sénat se libère de ces restrictions? Ce gouvernement souhaite-t-il simplement que les choses se poursuivent indéfiniment parce qu'il aime contrôler la vie des gens? Il est manifeste que le gouvernement préfère le niveau réduit de responsabilité conféré par les séances hybrides, mais pourquoi accepterions-nous cela?
La responsabilité, la reddition de comptes et la démocratie au Parlement sont cruciales, quels que soient les défis auxquels la nation est confrontée. Quel que soit notre appui ou notre manque d'appui envers quelque gouvernement que ce soit. Nous, sénateurs, devons rendre des comptes à la population. Les circonstances inhabituelles de la pandémie ont obligé le Parlement à s'adapter, mais il est temps de revenir à la normale. La responsabilité ne peut pas attendre un autre jour. Chers collègues, nous avons adopté la motion hybride initiale le 27 octobre 2020. Notre première séance hybride a eu lieu le 4 novembre 2020. Ces séances ont servi à quelque chose pendant les périodes d'incertitude. Mais ces séances n'ont plus leur utilité et nous devons passer à autre chose, car ce n'est plus soutenu par les données scientifiques actuelles et ça ne sert à aucun objectif public clair. Au contraire, ces séances hybrides entravent notre capacité à faire notre travail de manière efficace et effective, ou efficiente plutôt. Il ne s'agit pas de faire ce qui nous fait du bien afin d'atténuer notre risque personnel. Il s'agit plutôt de nous aligner sur la réalité actuelle afin de pouvoir assumer les responsabilités professionnelles qui nous ont été confiées et remplir correctement notre rôle public. La COVID a changé, mais elle ne va pas disparaître. Il est temps pour nous d'apprendre à vivre avec ce virus. Il est temps que nous harmonisions cette politique et toutes nos politiques en matière de COVID avec la science et la réalité d'aujourd'hui, non avec les peurs et les angoisses d'hier. Chers collègues, dans la motion que nous avons approuvée le 31 mars, nous nous sommes engagés à envisager un retour aux réunions en personne. Dès que possible, à la lumière des facteurs pertinents, y compris les lignes directrices en matière de santé publique et la sécurité et le bien-être de tout le personnel parlementaire, et que toute autre prolongation de cet ordre ne soit prise qu'après seulement consultation des chefs et des facilitateurs de tous les partis et groupes parlementaires reconnus. Alors voilà, je viens de citer la motion, chers collègues. Il n'y a pas eu d'examen des facteurs pertinents. Il n'y a pas eu d'examen des directives de santé publique. Il n'y a pas eu de prise en compte de la sécurité et du bien-être de l'ensemble du personnel parlementaire. Et il n'y a pas eu de véritable consultation. Au lieu de cela, nous sommes restés assis ici aujourd'hui. Nous avons écouté le représentant du gouvernement au Sénat qui n'a fait que répéter comme un perroquet ce que dit toujours le gouvernement néo-démocrate libéral qui fait fi quand ça lui chante de la science et des directives actuelles en matière de santé publique. Et ce n'est pas acceptable, chers collègues. Nous devons être la chambre de la réflexion sobre, pas la chambre qui acquiesce consciencieusement et qui s'aligne sur le dernier mantra du gouvernement. Nous devons faire ce à quoi nous nous sommes engagés le 31 mars et prendre cette décision en nous basant sur des faits réels, des données réelles et des données scientifiques réelles. Si le gouvernement veut que nous continuions à être entravés dans notre travail, eh bien, il doit présenter des arguments scientifiques solides, fondés sur les meilleurs avis d'experts et expliquer pourquoi une telle façon de faire est nécessaire. Mais ne vous trompez pas, ce n'est pas la motion du sénateur Gold, c'est une motion du gouvernement. Le sénateur Gold est le représentant du gouvernement dans cette Chambre et lorsqu'il se lève pour présenter une motion, c'est une motion au nom du gouvernement du Canada. Eh bien, ce gouvernement-là doit nous fournir les preuves qui étaient son affirmation selon laquelle nous ne pouvons pas nous rencontrer en personne. Le gouvernement doit nous fournir les raisons pour lesquelles il insiste sur le fait que nous ne puissions reprendre le travail sur notre lieu de travail. Et le gouvernement doit nous fournir les données. Et si les données ne soutiennent pas les séances hybrides, il doit nous fournir un plan pour que nous puissions revenir aux séances en personne. Chers collègues, nous avons convenu de revenir aux séances en personne dès que possible. Il nous incombe donc de faire la transition le plus rapidement possible et non pas le plus lentement possible. Nous devons nous rappeler que notre habitude n'est pas de tenir des séances hybrides, mais plutôt d'avoir des séances en personne. Toute dérogation à cette règle doit être accompagnée de preuves solides fondées sur des critères plutôt scientifiques clairs. Et nous n'avons pas reçu cela de ce gouvernement. Je crois que nous devrions continuer à siéger
jusqu'au 9 mai, ce qui donnera au gouvernement le temps de nous fournir les informations qu'il a jugées nécessaires pour prendre la décision qui nous est demandée. Qu'un sénateur veuille voter en faveur de la fin des séances hybrides ou de leur prolongation, eh bien, ce sénateur ne devrait le faire qu'après avoir reçu les informations nécessaires et après que les consultations appropriées ont été menées. Nos décisions devraient être fondées sur des faits, non sur la peur, et le gouvernement ne nous a pas fourni ces faits. Par conséquent, chers collègues, je propose que la motion ne soit pas adoptée maintenant, mais qu'elle soit modifiée en remplaçant les mots 30 juin 2022 par les mots 9 mai 2022. En fait, en remplaçant les mots 30 juin 2022, oui, voilà, par les mots 9 mai 2022. Et en remplaçant le mot objectif à la fin de la motion par le suivant. Objectif, point virgule, et que, avant de présenter toute motion sur la prolongation ou la reprise des séances hybrides du Sénat, le leader du gouvernement au Sénat doit, 1. déposer au Sénat tous les avis et directives des responsables de la santé publique du gouvernement fédéral concernant les rencontres en personne au sein de la fonction publique fédérale, tous les avis et directives des responsables de la santé publique du gouvernement de l'Ontario et du Québec concernant les rencontres en personne. C'est une lettre du greffier du Sénat décrivant comment le Sénat siégeant uniquement en personne contreviendrait à tout avis ou directive mentionné au point A et B. D. Un plan de transition pour revenir aux séances du Sénat en personne dès que possible, conformément à l'engagement pris par le Sénat le 31 mars 2022. De consulter de manière ouverte et constructive les dirigeants et les facilitateurs de tous les partis reconnus et groupes parlementaires reconnus. Merci, Monsieur le Président. Honorables collègues.